texte nous raconte donc que Moïse sort sans doute du palais du Pharaon et voit un chef de corvée probablement qui frappe, c'est le terme qui est utilisé, qui frappe un Hébreu, un de ses compatriotes. Et alors là, le sang de Moïse ne fait qu'un tour, et le texte nous dit, il regarde à droite et à gauche, et ne voyant personne, il frappe, c'est le même verbe qui est utilisé, il frappe l'Égyptien et le cache dans le sable. On a là un schéma archaïque de la première violence ou des premières violences, c'est-à-dire que Moïse est témoin d'une situation d'agression et il va vouloir intervenir pour faire cesser l'agression, mais il va s'y prendre de telle sorte que ça ne va pas faire cesser l'agression. Il y a une victime, un Hébreu, et un agresseur, l'Égyptien, mais Moïse lui-même va agresser l'agresseur, qui va devenir victime, et à la fin, on va le voir, c'est Moïse qui sera victime. Alors ça, c'est un schéma classique qu'en analyse transactionnelle, on appelle le triangle dramatique, et c'est ce qui se passe chaque fois que je suis témoin d'une injustice, que je veux faire cesser l'injustice, et que j'interviens, souvent quasiment, avec les mêmes moyens que l'agresseur. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que c'est le même verbe qui est utilisé pour l'Égyptien qui frappe un Hébreu et pour Moïse qui frappe l'Égyptien. Sauf que, visiblement, les coups de Moïse ont été plus forts puisque, après on nous dit qu'il l'a caché dans le sable, donc qu'il est mort. On a donc une véritable symétrie dans ces rapports de violence, c'est-à-dire qu'à la violence de l'Égyptien, Moïse répond par une autre forme de violence, certes, pour faire cesser une injustice, mais la conséquence est pire, parce que l'Égyptien est tué. Le lendemain, nous dit le texte, Moïse sort de nouveau du palais du Pharaon, et là, qu'est-ce qu'il voit? Deux Hébreux qui se tapent dessus. Et alors, avec la même impulsion, sans doute, il s'adresse, alors le texte nous dit au méchant. Comment sait-il qu'il est le méchant? On n'en sait rien, mais Moïse a décidé qu'il y en avait un qui était méchant et l'autre une victime. Il s'adresse au méchant et lui dit « Pourquoi le frappes-tu » Et l'autre lui répond « Mais qui t'a fait juge sur nous, chef ou juge, et est-ce que tu vas me frapper ou me tuer ?» Le texte dit « me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier ». Alors là, c'est intéressant, parce que la situation a un peu changé. Avant, on avait, dans la première partie, on avait une caricature de l'ennemi, l'Égyptien, le chef de corvée, et là, par contre, ce sont deux frères, deux compatriotes de Moïse qui se tapent dessus. La plupart du temps, quand nous assistons à une agression, nous en voyons qu'un bout, nous n'assistons pas forcément à ce qui a précédé, et nous décidons, en voyant l'agression, nous décidons qu'il y a une victime et un agresseur. Mais là, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que Moïse a parlé. Il a posé une question. Pourquoi le frappes-tu? Et cette ouverture de la parole a donné la possibilité à la personne que Moïse considérait comme l'agresseur de répondre aussi par la parole et de renvoyer une autre question, qui est une question essentielle. Quelle légitimité as-tu pour intervenir par rapport à nous? Est-ce que tu es chef ou juge? Ce sont deux responsabilités reconnues socialement qui, en général, permettent d'intervenir dans les conflits comme tiers, garant et neutre. Et donc c'est très intéressant parce que à ce moment-là, on fait référence à des institutions que la société humaine a mises en place pour pouvoir réguler la violence. Mais le deuxième Hébreu va plus loin parce qu'il dit « Est-ce que tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Et c'est intéressant aussi cette remarque parce que la parole permet de mettre des mots sur ce qui s'est passé. Si vous vous souvenez, précédemment, on a dit que
l'Égyptien a frappé l'Hébreu, et puis on a dit que Moïse a frappé l'Égyptien et qu'il l'a caché dans le sable. Or, c'est le même verbe qui est utilisé. Alors que là, le deuxième Hébreu dit « Est-ce que tu vas me tuer ?» Donc la parole permet de mettre des mots exacts sur la réalité. L'Égyptien avait disparu dans le sable, on pouvait imaginer que le meurtre était enfoui, mais non, il y avait quelqu'un qui avait été témoin, qui l'avait vu, et donc Moïse est renvoyé à sa responsabilité. Et immédiatement, bien sûr, Moïse a peur, parce que s'il sait que l'affaire s'est ébruitée, elle risque d'arriver aux oreilles du Pharaon, ce qui est le cas, et le Pharaon va essayer de le faire mourir à son tour. Donc on le voit, on est bien au bout du cycle, du triangle. Moïse a essayé par 2 fois de sauver une victime, il s'est transformé en agresseur, ou il était potentiellement un agresseur, et à la fin, il se retrouve victime. C'est ce fameux triangle dramatique. Alors, est-ce qu'on va en tirer la conclusion qu'il vaut mieux rester les bras croisés devant une agression et ne rien faire, parce que sinon, on risque d'être violent? Non, il y a d'autres façons de voir, et le texte va nous montrer justement qu'il y a d'autres façons de faire, et que nous ne sommes pas prisonniers ou de la violence ou de la passivité pour sortir de situations aussi difficiles. Et puis après, on nous dit que donc, Moïse s'en va dans le pays de Madian, et puis qu'il s'assied au bord d'un puits, et là, patatrac, de nouveau, nouvelle situation où Moïse est témoin d'une agression. Les filles du prêtre de Madian, les 7 filles, nous dit-on, viennent faire boire leur troupeau, et les abreuver, et puis il y a des bergers qui arrivent et qui chassent ces filles en leur empêchant de donner à boire. Et on nous dit, Moïse se lève et il a donné à boire, il a abreuvé les troupeaux. Voilà. Et on ne nous dit rien de plus. Les jeunes filles rentrent chez elles et elles disent à leur père, il y a un Égyptien qui nous a sauvés, qui nous a délivrés de la main des bergers. Et donc le père dit, mais comment se fait-il que vous ne l'ayez pas invité, allez le chercher, enfin voilà, l'histoire continue. Alors, cette troisième partie-là du conflit est intéressante parce que ça veut dire que Moïse a appris probablement des 2 cas précédents, et là, il s'est levé et puis il a donné à boire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est préoccupé du troupeau. Ça veut dire qu'au lieu de se tourner contre les agresseurs, il est venu en aide aux victimes. Il les a délivrés. Il est venu en aide aux victimes. Et voilà une façon radicalement différente des 2 fois précédentes. 2 fois précédentes, il voulait agresser l'agresseur. Il a été polarisé, attiré par la relation symétrique, alors que là, Moïse porte secours aux victimes et visiblement, ça fonctionne. Alors on peut dire, oui, c'est un homme et les bergers ont eu plus peur de cet homme que l'autre, mais on peut dire tout ce qu'on veut. Le résultat, nous dit le texte, est là. En étant solidaire de ces jeunes filles, Moïse a changé complètement de regard sur la situation, et au lieu de se polariser sur l'agresseur, il s'est solidarisé avec les victimes. Et c'est ce qui changera toute la situation. Alors retenons quand même, c'est un apprentissage pour Moïse, mais retenons que c'est quand même paradoxal qu'un personnage aussi important que Moïse pour le Premier Testament soit à l'origine un meurtrier. Et ça pourrait conforter les thèses de René Girard, normalement, selon laquelle tout fondateur, ou derrière toute fondation, il y a un meurtre. Moïse avait cru pouvoir le cacher, non. Là, la Bible nous le révèle, et c'est ça qui est différent par rapport à d'autres textes, c'est qu'autant dans certains récits, comme dans l'histoire de Rémus et Romulus, par exemple, eh bien, Romulus est justifié par les divinités d'avoir tué Rémus. Ici, dans ce texte, Dieu n'intervient pas, mais le meurtre est dénoncé
et on le prend en compte, on en tient compte, mais ça a été l'occasion d'un apprentissage. On pourra voir que d'autres personnages aussi ont vécu la même chose, et c'est paradoxal que le Dieu de l'Ancien Testament se serve de personnages comme ça, qui ont été jusqu'à être meurtriers pour après guider son peuple. Alors cette figure du triangle dramatique, eh bien, on peut la vivre quotidiennement, soit parce que nous sommes témoins d'une agression directement, soit tout simplement en tant que parents, quand nos enfants se disputent et qu'il y en a un qui vient vers nous en pleurant, en disant « ouais, il m'a fait mal, il m'a fait très mal », et donc notre cœur ne fait qu'un tour et nous nous précipitons vers l'autre pour finalement apprendre que c'était le premier qui avait déjà fait quelque chose. Voilà. Et nous nous trouvons bien souvent dans l'impuissance. On retrouve beaucoup cette figure aussi dans les mouvements tiers-mondistes ou militants, disons d'une façon générale, qui développent beaucoup d'énergie pour dénoncer les oppresseurs de populations particulières. Dans le triangle dramatique, il y a ce qu'on appelle la figure du sauveur. Alors, en l'occurrence, là, c'est un peu délicat parce que dans la Bible, le sauveur, c'est un autre personnage, bien que Moïse a commencé par là. Et je préfère, moi, parler du partisan. Parce que, en toute rigueur, le partisan prend parti pour l'un contre l'autre. Donc c'est bien un partisan. Et que ce soit dans la vie quotidienne ou dans des grandes manifestations, effectivement, il s'agit toujours de prendre parti pour l'un contre l'autre. Or c'est ça la difficulté, c'est que quand nos solidarités sont partisanes, elles masquent la responsabilité des victimes dans, on va dire, globalement, le système d'oppression auquel elles participent, même involontairement. Il y a toujours, dans une situation d'oppression, il y a toujours une forme de soumission, de collaboration involontaire et inconsciente, obligée souvent, parce que l'oppresseur utilise la menace de mort, mais il y a toujours une forme de collaboration. Il peut y avoir des formes de corruption dans les mouvements de libération, il peut y avoir des formes très violentes de résistance contre l'agression, donc qui ne font que renforcer le système. Et donc, c'est pour ça que j'ai développé l'idée d'une solidarité non partisane. Je peux être solidaire d'une population donnée, de personnes en particulier, mais si je veux vraiment faire avancer la situation, débloquer et diminuer la violence, il va falloir que j'intervienne en m'interposant, soit pour protéger la victime, en prenant moi-même les coups, soit pour faire face à l'agresseur, mais en m'interposant sans menacer la vie de l'agresseur. Et c'est ce passage des corps, cette intervention des corps qui va faire baisser la dimension émotionnelle, qui est très importante dans ce genre de situation, et c'est ça qui va apaiser. J'ai plein d'exemples de situations où des personnes sont intervenues de cette sorte sans prendre parti contre l'un, ni pour l'autre, mais simplement en s'interposant et en prenant le risque de prendre des coups, effectivement, mais ces coups sont moins risqués que ceux d'agresser l'agresseur qui risque de se retourner contre nous.